Certains tuent instantanément, d'autres infligent des séquelles durables. D'autres encore n'infligent qu'une vilaine morsure. En tout, 72 vont concourir pour la première place du classement des animaux les plus dangereux d'Australie. Notre premier concurrent inspire la terreur. Il n'hésitera pas à mordre si vous le cherchez. Je le tenais par la queue, il s'est arqué et m'a attrapé la jambe. Aucun de nous ne voulait lâcher. Le requin faisait le chien mort. Il s'est accroché parce qu'il était stressé et qu'il avait peur. J'ai nagé jusqu'au bateau en le tenant. J'ai mis la main dans une ouïe pour l'empêcher de bouger la tête, de refermer ses mâchoires et de m'arracher la jambe. J'ai rejoint le navire de recherche, le requin toujours accroché. Sur le pont, il a fallu un tournevis pour lui faire lâcher prise. Et pendant qu'on y était, j'ai décidé de lui insérer un émetteur radio. Richard Fitzpatrick est un biologiste marin réputé, spécialiste des requins. Pour lui, attraper un squale tient de la routine. Il est reparti avec 4 points de suture et un émetteur radio. Et je suis allé me faire recoudre. J'ai eu beaucoup plus de points que le requin. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le chien mort. Ce ne sont pas les dents qui font mal, c'est la pression de la morsure. C'était énorme, comme si j'avais la jambe dans un étau. J'avais beaucoup de coupures, mais le plus grave, c'était les ecchymoses, parce qu'ils s'étaient cramponnés pendant une dizaine de minutes. La force de la morsure et la douleur provoquée par la simple pression m'ont beaucoup surpris. Requin de récif est un nom collectif donné à 4 espèces de requins vivants dans les eaux tropicales australiennes. Il y a le corail, le gris, le pointe noire et le pointe blanche. Ils passent leur temps à chasser et à faire des petits. Le pointe blanche est le plus grand. Il peut atteindre 3 mètres de long. Il est très impressionnant, en particulier quand il cherche à se nourrir. Les plus communs sont le requin gris et le requin corail. Ils mesurent environ 1,60 m de long et se rencontrent en grand nombre. Le plus petit est le requin à pointe noire qui fait moins d'1,50 m. Les requins de récif sont vivipares. Ils donnent naissance à des petits vivants qui se développent dans l'utérus. Selon l'espèce, les portées peuvent aller jusqu'à 10 petits, mais en général, elles sont moins nombreuses. Chaque espèce utilise une partie différente du récif à sa manière. C'est l'objet de nos recherches. Pour suivre les requins, Richard et son équipe leur insèrent des enregistreurs de données. Naturellement, il faut déjà les attraper. Richard a mis au point un système unique. Il lance un lasso autour de la queue et le requin se calme. Le rodéo réduit le stress de l'animal et facilite grandement les manipulations. Les requins gris occupent les bords du récif. Ils sont surtout actifs à l'aube et au crépuscule. Au moment où les animaux diurnes remplacent les animaux nocturnes, ils sont en train de chasser. Les requins corail sont des spécialistes de la chasse de nuit. Ils passent toute la journée au fond à pomper de l'eau dans leurs ouïes. Mais dès que le soleil se couche, ils changent de comportement. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Ils filent sur le récif, ils enfoncent la tête dans tous les trous à la recherche d'un poisson endormi. Ils entrent dans les grottes, ils se faufilent dans le corail. Ils peuvent replier leur nageoire dorsale. Ils peuvent même marcher sur leur nageoire pectorale. Dès qu'ils trouvent un poisson, ils le secouent dans tous les sens. J'ai vu des requins corail détruire des morceaux de récif en essayant d'en tirer un poisson. Les grands requins à pointe blanche vivent aux abords du récif, en eau plus profonde, et se nourrissent de poissons plus pélagiques. Quant aux petits pointes noires, on les trouve au-dessus du récif, dans les eaux peu profondes. En général, les requins de récif ne s'intéressent pas à ce que font les humains. La plupart des gens qui se font mordre pratiquent la chasse au harpon. Ils ne chassent pas le requin, mais dès qu'un coup part et qu'un poisson se débat dans l'eau, les requins de récif se ruent à la curée. On voit de nombreuses morsures aux bras ou aux jambes. Mais les décès sont rares. En général, ils mordent une fois et ils s'en vont. Les requins sont surexcités quand il y a du sang et de la nourriture dans l'eau. Ils arrivent par dizaines en quête d'un repas gratuit. Les chasseurs qui harponnent un poisson trop près d'eux se mettent en danger. Le poisson se débat et dans le tourbillon de sang et d'eau, ils peuvent se faire mordre par erreur. Il y a 2 ans, on a eu un décès sur la grande barrière de corail. Un requin de récif, pas particulièrement gros, s'est insinué entre les jambes de la victime qui tentait de le repousser. Il l'a mordu à l'intérieur de la cuisse
et a arraché l'artère fémorale. C'était un petit requin. Il a mordu, il a relâché et la personne est morte. Ces requins n'attaquent que si vous leur disputez de la nourriture, ou comme pour Richard, s'ils n'apprécient pas qu'on les retienne. Dans les deux cas, ils ne font que réagir aux événements. Mais eux aussi ont intérêt à garder à l'œil ceux qui les guettent. Les prédateurs des requins de récif sont les requins plus grands, comme le requin bulldog et le requin tigre. On a même vu des mérous géants les manger. On avait inséré des enregistreurs de données sur des requins corail et un jour on en a vu un qui plongeait la tête dans le récif pour manger un poisson. Un grand mérou est arrivé, il a regardé le poisson, il a regardé le requin et il a mangé le requin. On s'est retrouvés à suivre le mérou. Donc les gros mérous mangent les petits requins. Les requins gris et les requins corail sont particulièrement abondants dans les eaux de la mer de Corail, près de la Grande Barrière. Ils attirent une foule de plongeurs et de touristes. Comme on a très peu pêché le requin dans la mer de Corail, vous pouvez aller dans l'eau, sans nourriture, vous asseoir au bord du récif et regarder 20 ou 30 requins nager autour de vous. C'est comme un balai sous-marin. Vous contemplez ces animaux qui vous tournent autour sans s'occuper de vous. Ils vaquent à leurs affaires et c'est vraiment beau à regarder. Les animaux doivent avoir l'esprit de compétition pour survivre. Nous allons donc les classer selon leur niveau de dangerosité. Nous les examinerons sous toutes les coutures et nous soulignerons en quoi ils peuvent nous nuire. À vous de décider si vous avez le cran de les côtoyer d'aussi près que nos experts. Beau à regarder si on l'ose, à distance respectable pour beaucoup, à la télé pour la plupart. Si le requin de récif est l'un des représentants les plus sympathiques de l'espèce, il n'en reste pas moins un animal sauvage. Prudence est donc mère de sûreté. Il nage en tête pour l'instant, mais un imposant volatile vise déjà sa place. La forêt tropicale du Queensland, au nord-est de l'Australie, offre des paysages spectaculaires, de magnifiques chaînes de montagnes, une végétation luxuriante et des rivières aux eaux limpides. Un endroit qu'on rêve de visiter, mais attention, car un dangereux géant qui peut vous tuer d'un coup d'un seul rôde dans l'ombre. Si vous faites l'erreur de pénétrer sur le territoire du tueur, il vous traquera et frappera quand vous vous y attendrez le moins, avec la mort à la clé. C'est quand on envahit le domaine d'un animal, surtout s'il y a des petits, qu'on se fait repousser et violemment. Le plus grand des animaux indigènes d'Australie vit dans les forêts tropicales. Incapable de voler, le casoar à casque est également l'un des plus grands oiseaux du monde. Avec ses 2 mètres de haut et ses 60 à 80 kilos, il lui en faut peu pour vous voler dans les plumes. Le casoar est considéré comme un oiseau agressif. C'est un animal très dangereux, responsable de plus de 150 attaques contre des humains. Il a tous les droits à figurer sur notre liste. Le casoar est tout à fait capable de tuer un homme. Il ne se contente pas de ruer, il saute en l'air et il vous lacère. Mais là encore, uniquement quand on envahit son territoire. David Thorne, du parc animalier Caversham en Australie occidentale, travaille avec les casoars depuis des années. Il a beaucoup d'affection pour eux, mais ne néglige jamais sa sécurité quand il entre dans l'enclos de cet animal resté très sauvage. En captivité, les casoars sont élevés à la main. Et ils ont sans doute un comportement un peu différent, dans le sens où ils n'ont pas peur. Du coup, ça les rend peut-être plus méchants. Le casoar est un superbe athlète qui règne sans partage sur la forêt tropicale. Cet oiseau géant court à 50 km/h, saute à 1,50 m de haut et nage aisément dans les rivières et la mer. Vous ne lui échapperez pas s'il vous pourchasse. Et réfléchissez bien avant de décider de l'affronter, car il possède un armement impressionnant. Il court plus vite que moi. Il vous poursuivra dans la forêt, vous donnera des coups de pied et de bec, et vous frappera avec son casque. Ses grands pieds sont terminés par 3 doigts, pourvus de griffes aiguisées, dont il se sert pour donner des coups. Ces 3 griffes sont la principale défense de l'oiseau.
Le doigt du milieu, en forme de poignard de 125 mm, est capable de vous ouvrir comme une boîte de conserve. Ajoutez à cela des pattes massives et vous obtenez une arme mortelle. C'est très douloureux. Je ne le recommande à personne. Il m'a frappé à la tête alors que je me penchais trop près de la clôture et je saignais partout où les griffes s'étaient plantées. C'était pas drôle. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une brique sur la tête. J'ai eu très mal. Ce n'est pas une expérience que j'ai envie de revivre. Donna Tanyan est basée au parc animalier Malcolm Douglas, dans le nord de l'Australie occidentale. Si elle a eu des débuts difficiles avec ses collègues à plumes, elle adore travailler avec eux. Et celui-ci est l'un de ses chouchous. Il ne me le rend pas. Le casoar est un animal très territorial qui contrôle un secteur d'environ 7 km². Si d'aventure vous êtes sur son terrain, vous le saurez très vite. Il vous traquera comme les rapaces préhistoriques de Jurassic Park. Et c'est quand vous vous enfuirez qu'il frappera. C'est un chasseur intelligent. Il vous débordera par le flanc et vous percutera comme un train de marchandises. Il peut me sauter à la poitrine et me poignarder avec ses griffes. Il les enfoncerait et me déchirerait en retombant à terre. Ce serait très douloureux. Ça ne me plairait pas du tout. Le régime du casoar est constitué principalement de fruits de la forêt et de baies. Mais il est omnivore et mange presque tout ce qu'il trouve dans la nature, y compris des petits animaux. En captivité, d'autres nourritures lui sont proposées, comme des fruits à noyaux et même des kiwis. La forêt tropicale offre une grande variété de nourriture. Le kiwi n'en fait pas partie. Mais il adore ça, c'est son fruit préféré. Mais n'allez pas croire que vous pouvez circonvenir un casoar avec des friandises. Il ne sera jamais votre ami. Et le fait de nourrir ce volatile démesuré ne le rendra que plus hardi et agressif. Alors prenez garde. Quand je passe devant la clôture ou que je viens le nourrir, il saute sur le grillage, il donne des coups de pied, il me crache dessus, il me donne des coups de bec à travers. Il est très agressif. Je le vois tous les jours et la communication ne passe toujours pas. Même quand il est malade, il ne m'aime pas. Le nom casoar vient du papou et signifie tête cornue, en référence au casque de peau cornée qui lui couvre la tête. La couleur de la tête et du cou varie selon ses humeurs. Il existe plusieurs théories sur le casque. On ne sait pas très bien à quoi il sert. Ce sont des oiseaux solitaires et quand ils s'appellent pour s'accoupler, leur cri doit être amplifié. Le casque qui est creux pourrait servir d'amplificateur. On pense également qu'ils l'utilisent pour culbuter des obstacles quand ils courent dans la forêt et pour attaquer les gens. Au royaume du casoar, la femelle porte la culotte. Elle est plus grande, plus agressive que le mâle et lui laisse toute la charge des petits. La plupart des attaques ont lieu quand il y a des poussins à proximité. Les casoars protègent leur territoire et s'attaquent à ceux qui ont pénétré chez eux. Le casoar à casque est une espèce menacée. Son habitat s'est réduit de 80% et cette perte place l'oiseau sur une trajectoire de collision avec les humains. Alors on ne peut pas lui en vouloir d'être un peu grincheux. On a beau traiter le casoar à casque de tueur, les décès sont rares. Le requin de récif tient toujours la première place et le relègue au deuxième rang. L'un est gros et incapable de voler, l'autre minuscule et fond les airs. Notre prochain concurrent est un chasseur furtif, toujours en quête d'une victime. Il est agaçant, irritant et potentiellement mortel. Aucun autre insecte n'est plus énervant que ce trouble-fête bourdonnant, le moustique. Mais ce suceur de sang du monde animal est aussi un vecteur de maladie. La démangeaison causée par sa piqûre microscopique peut durer des jours, voire des semaines. Mais au-delà de sa capacité de nuisance, il sème le chaos dans le monde entier. Indépendamment de sa piqûre, il véhicule des virus extrêmement dangereux. Le plus connu est celui de la malaria, une maladie mortelle. Mais il est loin d'être le seul. En Australie, on bat des records en ce qui concerne les maladies transmises par les moustiques. Tous les ans, on voit une nouvelle maladie invasive, un nouveau moustique invasif. Une piqûre de moustique a fait basculer la vie d'Ian Shatter. Il a survécu à une maladie rare mais mortelle, l'encéphalite de Murray Valley.
C'est un virus qui peut provoquer un œdème cérébral et entraîner la paralysie, le coma et même la mort. C'est comme la pire gueule de bois de votre vie, puissance 10, et ça ne se calme pas. Yann avait un boulot de rêve, il travaillait dans l'outback australien. Mais une expédition dans le désert a marqué le début de sa descente aux enfers. En mai 2011, on m'a demandé de me rendre à Fitzroy Crossing, à 4 ou 5 heures à l'est de Broome. Ma voiture est tombée en panne sur la route. En 2011, la saison humide est particulièrement pluvieuse. Le Queensland et le nord de l'Australie connaissent de graves inondations. Quand Yann prend le volant, les nuages se sont dissipés et le sol est constellé de flaques d'eau tiède et stagnantes. Des conditions idéales pour les moustiques. Yann reste 3 heures au bord de la route. 3 heures près d'un marécage infesté de moustiques. 3 heures qui changent sa vie à jamais. Je suis tombé en panne vers 17 heures et j'ai attendu jusqu'à 20 heures pour être secouru. Pendant ce laps de temps, j'ai été piqué comme jamais auparavant. J'ai été littéralement dévoré. Les moustiques me piquaient à travers mes vêtements. Je portais une chemise de randonnée, censée protéger des insectes. Mais quand j'ai relevé ma manche pour m'asperger encore d'anti-moustiques, des filets de sang coulaient sur mon bras tellement j'avais été piqué. Yann ne sait pas combien de moustiques l'ont attaqué, mais au moment où il est secouru, son corps est couvert de plus de 50 piqûres. Ils m'avaient massacré. Je ne pouvais pas leur échapper, c'était effrayant. Il existe plus de 300 espèces de moustiques en Australie, et toutes ne sont pas dangereuses pour les humains. Leur taille varie de 4 à 6 mm. Ils ont 6 pattes et une paire d'ailes. Leur tête est armée d'une longue trompe qui sert à percer la peau. Les mâles affectionnent le nectar sucré et vivent environ 1 semaine. Ce sont les femelles qui se nourrissent de sang. Leur durée de vie est d'1 mois, largement assez pour propager des maladies. Un moustique femelle peut aspirer 2 ou 3 fois son poids en sang. Faire le repas d'un moustique n'a rien de drôle, mais comprenez qu'il a besoin de nutriments pour grandir et pondre. Le sang dont ils se nourrissent varie selon les espèces. Aedes aegypti, le moustique de la dengue, s'attaque presque uniquement aux humains. Culex pungens, presque exclusivement aux oiseaux. Beaucoup se nourrissent sur les wallabies, les kangourous et les opossums. Mais si vous êtes dans le bush, c'est vous qui le mangeront. Ici, chacun est la proie de son prochain. Seuls les plus forts, les plus féroces, les plus habiles survivront. Nat Geo Wild réunit les plus redoutables prédateurs pour une semaine qui s'annonce sanglante. La semaine mortelle, en ce moment, sur Nat Geo Wild. Nouvelle Skoda Superbe Combi. Voyagez en grand. Découvrez la gamme Skoda Superbe à partir de 269 € par mois. Avec la garantie, l'entretien et l'assistance offerts pendant 3 ans. Skoda, passez en mode facile. Combien de fois j'ai gâché toutes mes chances d'avoir une vie normale? Uncharted 4, exclusivement sur PlayStation 4. For the players. Une vérité, parce que si on n'a pas une un peu en entonnoir, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pour vous inspirer, découvrez du côté de chez vous. Plus de 500 vidéos en ligne, la communauté et l'appli. Leroy Merlin et vos envies prennent vie. Le Double Down est de retour chez KFC. Savourez le goût unique du sandwich sans pain et régalez-vous avec le tout nouveau Cheese and Pepper et ses 4 tranches de fromage fondu. Et aussi le méga menu, nouvelle version avec son original crunch, le vrai menu complet avec 5 produits pour 5 €. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur a... Changer d'air, changer de style, avec les collections personnalisables Atoll. Seulement chez Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Dispositif médical. Ça, c'est OneBlade. OneBlade taille toutes les barbes, même longues. Rien à voir avec les rasoirs à 18 lames et leur rasage super, ultra, méga impressionnant. Non, c'est OneBlade.
Enfin une lame pour les barbes. Osez un nouveau geste. Rasez-vous aussi à rebrousse-poil. Taillez, stylisez et rasez à la longueur souhaitée. Ceux qui l'ont adopté l'adorent. Essayez-le. Révélez le meilleur de vous-même avec Philips OneBlade. Innovation and You. Philips. Quand nous avons imaginé Fiat Tipo, nous avons imaginé une berline qui a du caractère, avec 5 vraies places, un coffre de 520 litres, la radio Uconnect, la climatisation et même la garantie 3 ans. Nouvelle Fiat Tipo à partir de 11 990 €. Il suffit de peu pour avoir beaucoup, alors venez vite l'essayer. Fiat. Vos enfants vont tout faire pour vous plaire. SFR invente SFR Family, la première offre qui vous permet de partager vos 40 gigas avec les membres de votre famille. La plupart des gens ignorent les dangers des moustiques. Ils les écrasent sans y penser ou même sans savoir qu'ils sont attaqués, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pour Yann, tout a commencé par de l'agitation et de la mauvaise humeur. Puis, du jour au lendemain, le virus a frappé en force. Le lendemain matin, j'hallucinais. Je voyais une femme au-dessus de ma tête. J'avais eu la diarrhée dans mon sac de couchage, je pleurais, j'ai même crié. Je ne me rappelle pas tout, il paraît que j'ai essayé de me lever et que je suis tombé. Des trucs assez délirants, mais je ne m'en souviens pas, heureusement. Les médecins soupçonnent un virus transmis par un moustique. Les résultats de la prise de sang confirment leurs pires soupçons. J'avais un virus potentiellement mortel et on m'a dit d'appeler ma famille. Ils ne pouvaient rien faire, mais ils pensaient que je m'en sortirais. Ce n'était pas le virus de la Ross River, de la forêt de Barma, la dengue ou le Kunjin. C'était l'encéphalite de Murray Valley, et la charge virale était très élevée. Si vous avez l'encéphalite de Murray Valley, ou EMV, vous aurez une forte fièvre, des maux de tête lancinants, vous serez désorienté et si fatigué que vous pourrez à peine bouger. Dans les cas les plus graves, le virus provoque convulsions et attaques. On a du mal à croire qu'une si petite chose fasse autant de mal. Je faisais du surf tout le temps, je sillonnais le désert et j'ai passé pratiquement 1 an dans mon lit. Le virus est hébergé par des oiseaux aquatiques et transmis par des moustiques. De nombreuses victimes se retrouvent à l'hôpital, mais il n'y a pas d'antiviral et peu de traitement. L'encéphalite de Murray Valley semble limitée aux tropiques, dans le Kimberley et dans le territoire du Nord. Les cas ne sont jamais nombreux. Il y a peut-être 1 ou 2 atteintes sur des humains tous les ans. Mais les conséquences peuvent être fatales, ou plonger le patient dans un coma permanent. Les moustiques véhiculent un autre virus dangereux, celui de la Ross River. Et il est beaucoup plus répandu puisqu'on le trouve dans tout le pays. On compte plus de 5000 cas par an. Presque tous les Australiens connaissent quelqu'un qui a eu le Ross River. Je l'ai eu sans le savoir. Beaucoup de moustiques le transportent, il est très commun, surtout en été. C'est un peu comme une crise d'arthrite. On a des douleurs, on est fatigué, et on a du mal à ouvrir une bouteille de bière. La dengue ne dure pas aussi longtemps, mais elle cogne plus fort. Dans la région de Cairns, au nord du Queensland, on a le moustique de la dengue. Il y a des épidémies tous les ans, surtout durant la saison des pluies. La dengue rend très malade. Elle tue rarement, mais on est vraiment très mal. Le moustique de la dengue affectionne les humains et adore s'installer chez vous. Scott Ritchie l'appelle le cafard des moustiques, parce qu'il vit dans les maisons. Et un seul individu suffit à déclencher une épidémie. On a des maux de tête terribles. On vomit beaucoup sans pouvoir s'arrêter, au point qu'il faut parfois être réhydraté à l'hôpital. En général, on a une éruption cutanée rouge vif. On peut perdre ses cheveux. Et dans les formes très sévères, on peut faire une hémorragie et un syndrome de choc. C'est pas une maladie sympa. Et ne croyez pas que parce qu'il est minuscule, cet insecte est bête. Il a la mystérieuse faculté de ne jamais se laisser prendre sur le fait. Un moustique Aedes aegypti femelle qui se nourrit sur un humain doit éviter à tout prix de se faire écraser.
Alors il vous pique à la cheville, le plus loin possible de la main qui va claquer. Ça lui donne une milliseconde de plus pour s'enfuir. Et comme il est extrêmement nerveux, à l'instant où vous le sentez et où vous bougez, il est déjà parti. Au final, plusieurs personnes auront chassé cette femelle et auront été piquées. 4 ou 5 personnes peuvent contracter la dengue dans un seul foyer, et toutes auront été infectées par le même moustique. La dengue, c'est comme la pire grippe de votre vie. En anglais, on l'appelait la fièvre briseuse d'eau, parce qu'on est perclus de douleur. Yann n'est pas mort, mais il lui a fallu plus d'1 an pour se remettre. J'étais incapable de me lever du canapé. Parfois, je devais ramper, c'était vraiment terrible. J'avais des éruptions bizarres. 2 mois après que j'ai été diagnostiqué, j'ai eu un ganglion qui a tellement enflé que je ne pouvais plus avaler. On aurait dit une balle de golf. Je disais à mes amis que c'était un enfer. Quand je me réveillais, je ne savais plus où j'étais ni qui j'étais. Les moustiques ne visent personne. Ils transportent la maladie à leur insu. Leurs manières de vampires n'ont qu'un objectif, nourrir la prochaine génération. Les gens se demandent pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il créé les moustiques? Je crois que le seul but des moustiques est de transmettre leurs gènes, de perpétuer les traditions familiales, si je puis dire. Des traditions qu'Ian se fait un plaisir d'écrabouiller. C'est le seul animal que je suis content de tuer. Je remets les araignées dehors, mais si je vois un moustique dans la maison, je l'élimine sans pitié. Je les déteste. La guerre entre les humains et les moustiques fait rage. Dangereux et mortel, le moustique vole directement en première place et déloge le requin de récif et le casoar. Mais un autre challenger se glisse dans l'arène et celui-là joue dans la cour des grands. Tous les serpents sont dangereux, mais lui, il est costaud. Quand on les ramasse au bord de la route, ils essayent de vous arracher le bras à chaque fois. Avec son éclat vert-olive irisé et son ventre crème, c'est un très beau serpent. Mais la taille de ce monstre a de quoi donner la chair de poule. Le puissant python olive est tout à fait capable d'avaler un petit wallaby, un autre serpent de taille égale, ou même un crocodile d'eau douce. Dans la nature, ils ne mangent que 2 fois par an. Un opossum ou un petit wallaby leur dure 6 mois sans problème. Le python olive vit au nord de l'Australie et il n'a pas besoin de venin pour être un formidable prédateur. C'est l'un des plus grands pythons du pays. Il peut atteindre 4 mètres de long et peser une 20aine de kilos. Sa forme de prédation et de défense préférée consiste en une très méchante morsure et un tempérament constricteur. Ce qui n'empêche pas Chris Baker, du parc Malcolm Douglas, en Australie-Occidentale, de le manipuler au quotidien. Quand ils mordent et qu'ils dévorent leur proie, leur mâchoire se disloque. Leur bouche s'ouvre très largement. Elle est beaucoup plus grande qu'elle n'en a l'air. À l'intérieur, il y a plein de dents minuscules, recourbées en arrière pour faciliter la descente de la proie dans la gorge. La morsure du python olive peut faire de sérieux dégâts. Ses dents se détachent de la mâchoire et s'incrustent dans la peau de la victime. C'est là que les ennuis commencent. L'infection s'installe, on a des petits boutons. Des mois plus tard, ils forment des pustules, et quand on les presse, il en sort une dent. Dion Wade est conservateur de la zoologie au parc animalier du Territoire du Nord. Il n'en est pas à sa première morsure de python olive. Leur morsure est très puissante. Un jour où on collectait des serpents, on a trouvé un superbe spécimen vert pâle. Le type qui m'accompagnait l'a tiré d'un trou dans les rochers et me l'a tendu. J'ai dit « Non, pas comme ça, donne-moi la tête ». Il a fait « Mais non, c'est bon » et il me l'a passé. Le python m'a attrapé l'avant-bras. Il devait faire 3,50 m, il était très grand. On était loin de tout et il m'a mordu très fort. On a réussi à lui faire lâcher prise, mais j'ai saigné pendant 3 heures. C'est une morsure qui lacère et qui déchire. C'est pour ça que ça saigne autant. C'est pas une petite coupure et quelques gouttes de sang. Les dangers sont l'infection et le saignement abondant.
Tous les 2 mois, les yeux du python olive se troublent et son lustre opalescent se ternit. C'est le signe que ce serpent à croissance relativement lente est sur le point de muer. Une gaine d'écailles morte ne peut pas contenir un python qui grandit. Leur peau est en fait un fourreau de cellules mortes qui recouvrent leur corps. Comme cette pellicule n'est pas vivante, elle ne grandit pas avec eux et ils doivent s'en débarrasser. Ils commencent par le nez, ils trouvent quelque chose de rugueux et ils se frottent dessus jusqu'à ce que la peau se détache. Le fait de ne pas être venimeux ne désavantage nullement notre python. En dehors de sa morsure qui lacère les chairs, ce serpent est doté d'un système de détection qui en fait un bien meilleur prédateur que ses cousins à crochet toxique. Le python olive chasse de nuit. Il utilise l'imagerie infrarouge pour détecter la signature thermique des petits mammifères. Les fossettes labiales, situées des 2 côtés de sa tête, lui permettent de sentir et de suivre sa proie comme un missile se dirigeant vers une cible à sang chaud. Pour tuer leur proie, ils la mordent. Ils la retiennent, puis ils enroulent leurs anneaux autour d'elle et l'étouffent. Quand ils mordent, ils s'accrochent et ils ne lâchent pas. Ils doivent mordre assez fort pour maintenir l'animal et s'enrouler autour de lui. À chaque douloureuse expiration de sa proie, le python resserre son étau. Et il recommence jusqu'à ce qu'elle soit asphyxiée. C'est comme se noyer dans le désert. Il a une force colossale, et s'il commençait à serrer, j'aurais du mal à me dégager. Ces serpents tuent rarement des humains, mais tous ceux qui les manipulent vous diront que leur poigne écrasante est à éviter. Beaucoup de gens adoptent un python olive comme animal de compagnie. Ceux qui préfèrent rester à distance sont nettement plus nombreux. Pas de doute, c'est un puissant reptile, mais il glisse en 4e place de notre liste, sans inquiéter les 3 premiers. Toutefois, notre prochaine concurrente est une célébrité sous-marine dont l'élégance a berné de nombreux admirateurs malchanceux. Ici, chacun est la proie de son prochain. Seuls les plus forts, les plus féroces, les plus habiles survivront. Nat Geo Wild réunit les plus redoutables prédateurs pour une semaine qui s'annonce sanglante. La semaine mortelle, en ce moment, sur Nat Geo Wild. Laissez mes traces à Brooklyn. Jeep Renegade Brooklyn Edition, tout équipé à partir de 19 950 €. Savez-vous que c'est la ratatouille numéro 1 de l'appartement 2 du 50 rue Crémieux à Paris? Parce qu'elle est préparée avec la tomate numéro 1 en Italie. Motti, connaisseur en tomates depuis 1899. Interruption spéciale. Avec sa retraite pro, il épargnera à son rythme avec des avantages fiscaux. Et en cas d'arrêt de travail, ses versements en retraite seront pris en charge. Zéro tracas, zéro blabla. En mai, la Polo All-Star est à partir de 170 € par mois, pack confiance inclus. Volkswagen. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à... Changer d'air, changer de style, avec les collections personnalisables Atoll. Seulement chez Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Dispositif médical. Brico Dépôt vous présente les 2 mots du jour. Garantie, vie. Avec nos produits Magnusson exclusivement chez Brico Dépôt, garantie à vie et disponible en stock, vous êtes bien outillés pour réussir vos projets. Les tournevis Magnusson avec tête aimantée et poignée ergonomique, vis et dévis à vie. Le jeu de 22 tournevis est à seulement 35 €. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en 2 mots.
Exposez tous les terrains avec la technologie All Mode. Nissan Juke. L'histoire ne fait que commencer. Nissan Juke, le crossover personnalisable. Maintenant, à partir de 169 € par mois. Le Double Down est de retour chez KFC. Savourez le goût unique du sandwich sans pain et régalez-vous avec le tout nouveau Cheese and Pepper et ses 4 tranches de fromage fondu. Et aussi le méga menu, nouvelle version avec son original crunch, le vrai menu complet avec 5 produits pour 5 €. Elle est réputée pour sa beauté, ses nageoires pectorales rayonnées et ses curieuses rayures de sucre d'orge. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Pas touche. Au moindre contact, un puissant venin jaillit de ses épines creuses. Il suffit que les épines éraflent la surface de la peau pour que le venin pénètre dans l'organisme et fasse des ravages. C'est une prédatrice nocturne et une piqueuse nez. On la trouve dans les eaux chaudes, tapie dans les récifs de corail et les crevasses. Chasseuse d'élite et cannibale, la rascasse volante est capable de faire basculer son centre de gravité pour mieux attaquer sa proie tout en soufflant des jets d'eau pour la désorienter. Rusée, furtive, patiente mais meurtrière, elle assure sa supériorité par le camouflage et des réflexes ultra rapides. Le venin de la rascasse volante est conçu pour faire souffrir. Il est là pour vous convaincre de ne pas la manger. On se fait envenimer ou piquer si on pose la main dessus, si on s'assoit, si on marche dessus ou si on l'effleure. Les longues épines percent la peau et le venin est injecté. Il est extrêmement douloureux. C'est une douleur instantanée qui vous met les larmes aux yeux. Il existe 10 espèces de rascasses volantes ou ptérois. Leurs épines empoisonnées les placent dans la famille des poissons-scorpions avec le mortel poisson-pierre. On les appelle également poissons de feu ou diables de mer. Ces ravissantes créatures sont très appréciées pour leur beauté délicate, un déguisement qui leur sert de camouflage quand elles chassent. On ne s'étonne pas que cette terreur tropicale ait peu de prédateurs. Et à l'heure du repas, attendez-vous à du spectacle. Elles ont de larges nageoires pectorales qu'elles utilisent pour acculer leur proie. Quand elles voient un petit poisson, elles le poussent dans un coin avec leurs grandes nageoires et elles l'avalent tout entier. En Australie, la rascasse volante est une merveille de la nature qu'on admire de loin. Aux Antilles et dans l'Atlantique sud-ouest, cette espèce introduite est devenue un fléau. L'histoire d'amour entre les aquariophiles et la star des récifs a déclenché une invasion sans précédent. Elles mangent tout ce qu'elles peuvent avaler dans l'aquarium. Au bout d'un moment, les gens n'en ont plus voulu et on les a relâchées dans la nature. Très peu d'animaux peuvent les manger à cause de leur venin. Et avant de pouvoir s'en rendre compte, il y en avait des centaines. Elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut plus nager dans certains sites de plongée des États-Unis. En Australie, où la rascasse a des prédateurs connus, puisque c'est une espèce indigène, la population des systèmes coralliens reste gérable. Mais si on l'extrait d'un milieu où il y a des prédateurs pour la mettre dans un endroit où il n'y en a pas, la rascasse va prospérer. La prédatrice australienne a envahi le golfe du Mexique. Les travailleurs de l'océan l'ont senti passer. De nombreux plongeurs ont été piqués autour des plateformes pétrolières. Ils descendent avec leur sac d'outils, ils le posent sur le fond, et la rascasse se cache dedans pendant qu'ils travaillent. Le plongeur cherche un outil dans le sac, sa main frôle les épines, et il se fait piquer. Bien que les décès soient peu nombreux, un simple contact avec ces spécialistes de l'embuscade peut mettre la vie en danger. Le venin émis dans les 2 sillons parallèles de chaque épine cause une paralysie partielle, bloque la respiration et donne des convulsions et des douleurs intenses. Le plus effrayant, c'est que tout se passe dans l'obscurité et le silence, bien en dessous de la surface. Les décès ont lieu en général en profondeur. Par exemple, un plongeur qui descend à 15 ou 20 mètres, il effleure une rascasse, il crache son détendeur, il avale de l'eau et il se noie.
Si vous avez le malheur d'être piqué par une rascasse volante, l'eau chaude est le meilleur antidouleur, la plus chaude possible. Immergez la zone infectée dans l'eau bouillante ou mettez-la sous la douche. Il y a peu de chances pour que le venin vous tue, mais ça fait si sacrément mal que vous souhaiterez sans doute être mort. On ignore l'effet qu'auront plus tard ces hordes épineuses sur les populations de poissons indigènes et la pêche commerciale. À raison de 30 000 œufs pondus tous les 4 jours par chaque femelle, la rascasse volante n'est pas près de lâcher son titre de reine de la jungle sous-marine. Il reste beaucoup à apprendre sur la rascasse volante, mais une chose est certaine, c'est qu'elle bouleverse le classement. La flamboyante diablesse surfe en 3e position et repousse le python olive en 5e et le casoar en 4e. Les 2 premiers tiennent solidement leur position. En numéro 1, l'omniprésent et menaçant moustique, et en numéro 2, le requin de récif. Mais voici un joueur qui va vous prendre par surprise. Une balade matinale dans le bush et vous voilà soudain partiellement paralysé, la tension en chute libre, peut-être même inconscient. Avec un peu de chance, quelqu'un n'est pas loin et a appelé une ambulance. On peut même faire un choc anaphylactique. La tension baisse, on peut perdre conscience et mourir. L'animal est minuscule, mais dévastateur. Il y a environ 80 espèces de tiques en Australie. L'une d'elles est nocive pour les humains et pour les animaux de compagnie. C'est la tique paralysante. Dépourvue d'yeux, la tique paralysante n'est pas une chasseuse active. C'est plutôt une bestiole opportuniste. Elle est incapable d'être agressive. En fait, elle attend tranquillement que quelqu'un passe par là et entre en contact avec elle. Si une chose grande et velue marche à côté d'elle, la tique s'accroche et grimpe dessus. Une fois qu'elle est sur vous, elle peut se promener sur votre corps pendant un moment. Elle peut même errer sur vos vêtements pendant 2 heures. Et si elle ne trouve pas d'accès à la peau nue, elle continue son périple, parfois jusqu'à la tête. Les gens pensent qu'elle est tombée d'un arbre, mais non. Elle commence en bas et elle remonte. Les tiques paralysantes font partie de la famille des arachnides et de ce qu'on appelle les tiques dures. Elles possèdent des pièces buccales allongées et des rangées de dents inclinées vers l'arrière. Si elles en ont l'occasion, elles les planteront dans votre peau. Non contentes de s'accrocher par les dents, elles produisent une sorte de ciment pour se maintenir pendant qu'elles sucent le sang. Ces mini-vampires sont très répandus sur la côte est de l'Australie, notamment dans la région de Sydney, mais ils se propagent dans tout le pays. Les rencontres sont relativement fréquentes, et bien qu'elles n'aient aucune conséquence la plupart du temps, il ne faut pas les prendre à la légère si vous avez le malheur d'être infecté. Les méfaits de la tique paralysante sont considérables. En dehors de la paralysie, sa morsure peut également causer de graves allergies, entraînant un choc anaphylactique. De plus, il est établi qu'une morsure de tique paralysante peut rendre allergique à la viande. C'est un syndrome très étrange qui a été diagnostiqué récemment. Une morsure de tique peut entraîner une dangereuse allergie à la viande de mammifères, comme le bœuf ou l'agneau, et même à des produits dérivés comme la gélatine. Ce syndrome prend de l'ampleur, en particulier dans les zones infestées des plages du nord de Sydney, où les allergies à la viande sont plus courantes que les piqûres d'abeilles ou que les allergies aux arachides. C'est devenu l'une des allergies les plus courantes, mis à part le rhume des foins. Dans les cas extrêmes, les victimes ne mangent plus du tout de viande. La guimauve est également interdite puisqu'elle contient de la gélatine. L'alimentation devient un vrai casse-tête. L'allergie peut se déclarer plusieurs heures après la morsure ou des mois plus tard. Les allergies à la viande et les risques de choc anaphylactique augmentent. On a diagnostiqué ce curieux syndrome chez plus de 500 patients venant des plages du nord de Sydney. Et dans certains cas, des gens s'écroulent brutalement après avoir fait un barbecue et mangé une saucisse. L'allergie à la viande s'est déclarée. Nous devons être vigilants. Question mode de vie, la tique paralysante a une longévité d'environ 1 an. L'adulte est la plus active, c'est la phase la plus dangereuse.
Toutefois, la larve et la nymphe ont également besoin de leur repas de sang durant l'automne et l'hiver. Au printemps, les adultes sont en pleine forme, mais seule la femelle se nourrit sur un hôte. Le mâle s'attache à la femelle et se nourrit sur elle. Les gens disent que la tique enfonce la tête une fois qu'elle est accrochée. C'est faux. Il peut y avoir un gonflement localisé qui fait penser que la tête est incrustée. Mais ce sont seulement les pièces buccales. Elles restent fixées un certain temps. Il y a une sorte de période creuse où la tique se nourrit très lentement. Puis brusquement, une phase d'alimentation rapide au bout de 4 ou 5 jours. Si par malchance une tique paralysante s'introduit sous votre peau et vous suce le sang, n'essayez pas de l'arracher avec les doigts ou une pince à épiler. Cela ne ferait qu'aggraver les choses. Plus vous la presserez, plus elle injectera de salive. Mais une bonne dose d'éther la laissera raide morte. Voici la bonne manière de retirer une tique. Il est important de ne pas la toucher et de ne pas essayer de l'arracher. Ce serait 10 fois pire. J'ai déposé une tique femelle morte sur un courageux volontaire. Je prends un spray d'éther destiné au traitement des verrues. Je pose l'applicateur sur la tique et je pulvérise rapidement 2 fois. La tique va geler sur place, mourir sur le coup et cesser d'injecter sa dangereuse salive. Elle finira par tomber d'elle-même. Laisser la tique tomber naturellement réduit les risques de réaction allergique. Celle-ci peut être légère, avec rougeur et irritation à l'endroit de la morsure, ou grave, avec gonflement rouge vif et douloureux, long comme le bras. Dans le pire des cas, mieux vaut avoir une seringue d'épinéphrine sous la main. De 1920 à 1940, il y eut 20 décès humains dus aux tiques paralysantes. La plupart étaient des enfants, et les tiques étaient souvent logées dans des endroits peu visibles, comme le canal auditif. Depuis 1940, grâce à la médecine moderne et au développement des antivenins, aucun décès ne s'est produit. Mais 20 000 animaux de compagnie sont mordus chaque année et des centaines en meurent. C'est une maladie très grave. La minuscule tique paralysante soulève d'énormes problèmes de santé pour les hommes et les animaux. Si vous êtes dans une région à risque, vérifiez toujours la présence de tiques sur votre peau ou vos vêtements et pensez aux répulsifs pour vous protéger. Quand vous sortez d'une zone infestée, quels que soient les moyens que vous avez employés pour les éviter, vous devez absolument vous déshabiller, placer vos vêtements dans un sac et les mettre au sèche-linge pendant 20 minutes. Parce qu'une tique peut rester sur vous 2 ou 3 heures avant de se fixer. Soyez attentifs, c'est le meilleur conseil. Les tiques sont répandues et dangereuses. Elles ont très peu de prédateurs. Elles succomberont plus facilement à de hautes températures et une faible humidité. Des gens m'appellent parce que leur enfant fait une réaction anaphylactique et qu'ils veulent savoir quoi faire. Je leur dis, partez, quittez le secteur, allez dans un endroit où il n'y a pas de tiques. C'est difficile à entendre, mais si l'enfant risque de mourir à la prochaine morsure, c'est la chose logique à faire. Les tiques causent toutes sortes de problèmes. La population doit le savoir. Vous vous baladerez dans le bush à vos risques et périls, à moins de prendre des précautions. Les autres concurrents n'ont pas eu cette prudence, et la tique paralysante s'implante en 2e place. Elle repousse tout le monde, sauf le roi moustique. L'effet domino fait plonger le requin de récif en 3e position, la rascasse volante en 4e, le casoar en 5e, et le python olive se faufile en 6e. Nous vous avons présenté de redoutables concurrents dans cet épisode, mais la tique paralysante et le moustique volent la vedette. Et tous deux ont bien l'intention de bousculer le classement provisoire du top 10. L'emblématique kangourou revendique mollement sa 10e place. Il a eu son heure de gloire, mais il n'est pas assez fort pour se maintenir. Le voilà expulsé. L'Irukandji flotte en 9e position, mais elle aussi est menacée. Elle tombe du podium. La place est aussitôt prise par nos 2 challengers, mais ils ne se contenteront pas des derniers rangs. La tique paralysante, capable de vous flanquer par terre, saute directement en 4e position et chasse le crocodile de Johnston, le cône et le serpent-tigre en 5e, 6e et 7e place. Suivi par la mygale qui file en 8e et le buffle d'eau qui galope en 9e. La 10e place est toujours vacante et on sait que le moustique vole haut.
Le guardar et le dugite sont très dangereux. Ils ont causé de nombreux décès. Le moustique est également silencieux et mortel. Il frappe sans prévenir. Mais fait-il le poids face au requin bulldog qui prend lui aussi ses victimes par surprise? Décision difficile. Après mûre réflexion, le moustique pique la première place. Tous les autres dégringolent d'un cran et tomberont sans doute encore plus bas quand de nouveaux concurrents se présenteront au fil des épisodes. Et ceux-là n'ont qu'une idée, s'infiltrer dans le top 10. Tous ont de quoi faire peur, mais n'oubliez pas, il est peu probable qu'ils vous attaquent, à moins que vous ne soyez assez malchanceux ou assez fou pour les déranger. Soyez prudents, attentifs aux avertissements et respectez les 72 animaux les plus dangereux d'Australie.